Très content de parler du sujet du nudge vert, parce que en plus ça fait juste 10 ans. C'est en 2015 qu'on a proposé un avis d'initiative sur l'utilisation du nudge dans les politiques publiques européennes. Donc on avait proposé ça 2015, fin 2015. Ça avait été accepté en janvier 2016 et voté fin 2016. Donc voilà, 10 ans aujourd'hui que le sujet a été lancé ici au Comité économique social européen. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est préoccupé de ce sujet-là? Le premier, tout le monde le connaît, et surtout vous, c'est que au niveau européen, mais également au niveau national, on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile de faire passer des textes, des réglementations. On sent que très souvent il y a une sorte de frein à tout ce qui est politique qui peut apparaître un peu contraignante par des réglementations, par des normes, mais aussi par des taxes, par la fiscalité, etc. Et de ce point de vue-là, le nudge, notamment le nudge vert, présente une flexibilité d'utilisation qui apparaît en tout cas plus facilement acceptable par les autorités, par les pouvoirs publics. Et puis deuxièmement, et ça c'est un point important, et je fais le lien justement avec mon métier, enfin mon ancien métier, je suis retraité depuis 1 an, de professeur en sciences de la communication, c'est qu'on s'aperçoit que les politiques environnementales, très souvent, elles sont basées sur de l'information. On dit aux gens ce qu'il faut faire. Donc, en dehors de l'utilisation, réglementation, fiscalité, c'est des incantations. On aimerait bien que vous changiez votre comportement dans telle et telle manière. Et en fait, moi, un des principes de base maintenant où j'en suis venu, c'est que en matière de communication environnementale, on fait 3 types d'erreurs. La première erreur, c'est de partir de ce que les gens disent. Donc on dit, voilà, on va regarder des baromètres, des sondages d'opinion, et on voit les Européens sont prêts à. En fait, l'environnement, c'est le sujet sur lequel il existe le plus fort décalage entre le déclaratif et le comportemental, entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Donc déjà, il faut avoir un peu de recul. Le deuxième, c'est de considérer que l'information permet de sensibiliser. En fait, c'est une croyance... ce qu'on appelle la conception télégraphique de la communication, c'est-à-dire il y a un émetteur qui envoie un message à une cible, d'ailleurs on parle de cible souvent, et la cible intègre le message pour modifier son comportement. Ça se passe pas du tout comme ça, et j'allais dire presque heureusement, mais en fait l'information ça a jamais été un moteur d'une modification comportementale, jamais. C'est un élément souvent nécessaire, mais il faut que l'information, en dehors d'avoir été transmise, il faut qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle donne envie de se mobiliser. Enfin, il y a toute une gamme de produits. Moi, je peux vous parler en 30 secondes d'une expérience qui avait été faite justement à l'université de Louvain-la-Neuve, où on avait essayé de convaincre les gens de modifier leur comportement en matière de gaspillage énergétique, de les inciter à mettre des panneaux photovoltaïques, etc., en leur donnant des plaquettes, des informations, etc., sur les avantages. Ça a été un flop, mais enfin, un échec total, comme parfois les professeurs, les chercheurs peuvent rencontrer. C'est-à-dire, on lance un gros programme de recherche avec un gros budget, et au final, il se passe rien, mais rien du tout, quoi. Et puis, quelque temps après, et malheureusement, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun lien avec ce qu'on avait fait au départ. Il y a une personne dans son village, une personne plutôt âgée, enfin la soixantaine, qui décide de mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit. Et puis, comme c'est un petit village où tout le monde se connaît, elle était là depuis très longtemps, bah, il y a des voisins qui disent, ouais, qu'est-ce que tu as mis sur ton toit? C'est moche. C'est quoi l'intérêt? Et la personne dit, bah, c'est moche, mais ça, c'est une affaire de goût. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans 3 ans, je deviendrai autonome, j'aurai plus à payer les factures d'électricité qui n'arrêtent pas de monter, etc., etc. Et puis, en fait, s'il y a côté un peu exemplarité, et puis, 1 an après, bah, quasiment toute la rue et tout le quartier avaient mis des panneaux photovoltaïques sur son toit. C'est-à-dire, voilà, c'est aussi le côté identification, exemplarité. Enfin, il y a tout à fait autre chose que le fait de donner une information pour que les gens bougent. Et puis, 3e erreur, c'est de penser qu'une fois qu'on a informé les gens pour essayer de les sensibiliser, la sensibilisation fait que les gens modifient leur comportement. En fait, ça, c'est le truc qui est totalement contre-intuitif et qui apparaît même paradoxal, c'est que les personnes les plus sensibilisées à la cause environnementale sont les plus gros pollueurs.
C'est-à-dire ceux qui ont l'empreinte carbone environnementale la plus élevée, ce sont les gens qui se disent les plus inquiets, les plus attentifs à la protection de l'environnement. C'est totalement aberrant quand on y pense. En fait, ça s'explique. Ça s'explique parce que les personnes qui sont sensibilisées à la cause environnementale se retrouvent plutôt, toutes choses égales par ailleurs, dans certaines catégories de capital social, capital culturel. Donc tout au long de l'année, on va faire attention à trier les déchets, à bien éteindre la lumière en sortant, à éteindre l'eau, à prendre le vélo plutôt que la voiture, etc. Et puis ça va pas nous empêcher assez régulièrement de changer notre smartphone pour le nouveau modèle, de prendre le nouvel iMac parce qu'il est quand même beaucoup plus puissant, et puis une fois par an de partir, parce qu'on a vu des amis qui sont partis au Machu Picchu, au Temple d'Angkor, il paraît que c'est fabuleux. Et donc en l'espace d'une dizaine de jours, on va cramer tous les efforts qu'on a fait tout le long de l'année et même bien au-delà. Donc voilà, faut faire un peu attention à tout ce qui peut apparaître un peu paradoxal dans les démarches pour modifier les comportements dans un sens plus responsable. Et c'est là justement où le nudge peut intervenir. Parce que le nudge présente cette gros avantage que, comme on l'a dit, c'est que très souvent ça marche. C'est-à-dire qu'il y a quand même, quand on regarde toute la littérature de recherche, et elle commence à devenir importante sur le nudge, on a quand même des résultats qui sont assez époustouflants. Tout ce qu'on a, alors nous, quand on a travaillé sur le nudge dans les politiques publiques environnementales européennes, on s'était surtout axé sur l'énergie et les déchets. Et là, quand on voit, par exemple, alors je crois que c'était dans le livre de Thaler Essenstein, donc Nudge, qui a vraiment introduit le nudge, qui l'a popularisé. C'est l'expérience qui avait été faite en Californie pour réduire le gaspillage énergétique en jouant sur la norme sociale. C'est-à-dire on prévient les gens de comment font les autres. Et du coup, les gens qui gaspillaient plus voient qu'ils gaspillent trop par rapport aux autres, qui sont socialement homogènes, et donc décident de réduire leur consommation énergétique et donc de moins gaspiller. Donc on voit qu'il y a des sujets comme cela qui fonctionnent assez bien. Moi, j'avais suivi, sans y participer directement, une expérience à l'université de Rennes. Alors, c'est des expériences comme que certains chercheurs peuvent faire, c'est-à-dire qui n'ont aucun intérêt en termes d'efficacité, mais ça nous amusait un peu. C'était dans les toilettes de l'université. Qu'est-ce qu'ils faisaient que les gens décident d'éteindre la lumière en sortant. Et donc, l'expérimentation, c'était autour de 3 messages. Le premier message, c'est alors merci. Je ne sais pas si c'était merci ou éteignez la lumière en sortant, ou merci d'éteindre la lumière en sortant. Le deuxième, c'est pensez à l'environnement, merci d'éteindre l'électricité en sortant. Et le troisième, c'était un message un peu double, c'est-à-dire sur la première porte, c'était marqué 97% des étudiants sont préoccupés par l'environnement. Et puis quand vous sortez, il y avait une deuxième étiquette, c'était alors pourquoi avez-vous laissé la lumière ouverte? Voilà. Et là, on avait des résultats qui étaient devenus beaucoup plus intéressants. Plus des petites choses, c'est aussi l'intérêt du nudge, c'est que très souvent, ça coûte pas cher, c'est mettre des petits stickers sur les interrupteurs avec le dessin d'une cheminée pour montrer que voilà, si vous avez de la lumière, c'est que derrière il y a peut-être des centrales thermiques qui fonctionnent. Donc soyez un peu prudent. J'ai vu beaucoup d'expériences en Allemagne, aux États-Unis, sur comment faire que les gens achètent plutôt un ventilateur qu'un climatiseur. Là aussi, on a des résultats qui sont étonnants. Comment faire en sorte qu'on va plutôt privilégier une électricité verte qu'une autre. Là aussi, les résultats sont assez époustouflants. Et tout ça, ça part sur des démarches de nudge. Sur les déchets, là aussi, on a des choses qui sont assez intéressantes. J'avais vu, là aussi, c'est la manière dont on formule le message. Entre merci de ne pas jeter vos déchets par terre ou aidez-nous à recycler, ayez la gentillesse de. Et on voit que le deuxième message est beaucoup plus impactant que le premier. Alors, dans les choses, on est très fiers ici au Comité économique social européen, c'est que nous avons, quand on a travaillé sur le nudge, on a créé un nudge. Alors, là aussi, c'est pas très impactant, mais ça a marché. C'est en fait, on reçoit, je sais pas, Peter, tu peux dire, mais au moins une centaine de conférences chaque année chez nous, au moins. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait,
tous les gens partent avec leur badge. Alors là, vous avez juste une petite étiquette autocollante. Souvent, c'est des badges en plastique. Et donc, on voulait récupérer les badges. Donc, on demandait aux gens, est-ce que vous pouvez laisser vos badges en sortant? En fait, on aime bien partir avec le badge. Peut-être c'est un souvenir, on se rappelle qu'on a été à cette conférence. Etc. Et donc, ça marchait pas. Et donc, on a décidé à un moment donné de faire alors, on appelait ça un nudge. On demandait aux gens, quand ils sortaient de la salle de conférence, quand la conférence était terminée, on avait mis deux boîtes en carton, et on disait aux gens, est-ce que cette conférence vous a plu, ou est-ce que vous êtes resté sur votre faim, est-ce que vous avez été un peu déçu par le contenu, etc. Et donc, vous êtes content, on avait mis un gros smiley, la personne souriant, et puis l'autre, la personne un peu déçue. Et on demandait aux gens de voter avec leur badge. Et en fait, du coup, je ne sais plus le chiffre, mais 90% des gens, du coup, on était presque contents qu'on leur demande leur avis sur est-ce que vous êtes content d'être venu ici ou pas. Dites-le en laissant votre badge dans le carton correspondant. En fait, ça a été un peu malhonnête parce qu'on n'en avait rien à faire de savoir si les gens étaient contents ou pas. On voulait juste récupérer les badges. Mais en tout cas, ça a marché, ça a rien coûté. On n'a pas continué depuis, il faudrait. Mais en tout cas, ça montre que ce genre d'idée, parfois ça fonctionne. Et puis le grand intérêt, c'est que là, c'est un peu un bon exemple, c'est que c'est facilement accepté, c'est facile d'utilisation, c'est un côté attractif, c'est souvent un peu souriant. Donc il y a aussi cette idée d'acceptabilité sociale du nudge qui est intéressant. Alors si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà le nudge, donc je ne vais pas entrer dans les définitions, pas d'intérêt, mais par rapport à la conférence du jour, rappelez simplement qu'un des gros avantages, c'est qu'il y a vraiment une multitude d'utilisations et d'axes du nudge. C'est-à-dire que derrière le concept même de nudge, il y a énormément de techniques qui peuvent entrer en utilisation. Alors, il y a, bien sûr, je l'ai cité parce que c'est un des premiers, c'est la norme sociale. C'était donc la grande expérience qui a été faite aux États-Unis. Juste une petite parenthèse, c'est que ça a été testé en France. Par la compagnie première compagnie d'électricité en France qui est EDF, et par contre ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché. Et c'est aussi intéressant de voir. On est ici Union européenne, c'est qu'il y a un aspect culturel dans le nudge qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'en France, savoir qu'on peut connaître et diffuser à vos voisins votre consommation électrique, même si vous êtes anonymisé, ça marche pas, quoi. On n'a pas envie que nos données de consommation personnelle soient connues d'autres personnes. Alors que dans d'autres pays, peut-être, c'est peut-être plus facilement acceptable. En tout cas, retenez que une standardisation internationale du nudge, je suis pas sûr que ça fonctionne. Point important aussi, c'est la visualisation de la perte. Ça peut être intéressant pour vous, agriculture, forêt, de savoir que toute chose égale par ailleurs, on est plus réticent à perdre un peu que de gagner beaucoup. C'est-à-dire, toute chose égale par ailleurs, le choix il sera égal entre perdre 50 € ou en gagner 100. C'est plus difficile de penser qu'on peut perdre que de gagner, c'est-à-dire de perdre un peu que de gagner moyennement, ou de perdre moyennement et de gagner beaucoup. Le principe d'aversion à la perte est un principe important du nudge. Le côté gamification, c'est-à-dire rendre ludique. Dans les exemples qui sont très connus, c'est prendre un escalier et sur chaque marche d'escalier, vous venez de perdre une calorie, vous venez de perdre 2 calories, ou alors transformer l'escalier en une sorte de piste d'athlétisme, pour bien montrer que c'est mieux de prendre l'escalier. Nous on l'a fait, peut-être vous l'avez vu si vous êtes monté, il est marqué Take the Stairs. Je suis pas sûr que dire prendre l'escalier devant un ascenseur soit très nudge, mais en tout cas c'est vraiment l'idée d'inciter à un comportement plus responsable. Dans les exemples que j'ai vus, il y a ce que j'aime bien, c'est la science de l'information, rendre l'information plus visible. Et là, c'est l'exemple, alors je ne sais plus où c'était, d'un métro
ou pour inciter les gens à pas se précipiter quand la petite sirène retentit, que les portes se ferment pour essayer de rentrer, les portes du métro, ils avaient dessiné des mâchoires de requins. Bon, je pense, là aussi, pour dire, attention, faites attention, ne vous précipitez pas, ça peut être un peu dangereux, mais au moins le message était clair. Voilà, ça fait partie des choses que j'aime bien aussi dans le nudge. Le choix par défaut, c'est une technique très fréquente parce qu'elle est facile à utiliser. Là ici au comité, mais dans beaucoup d'organisations, de fédérations, d'entreprises. Par exemple, les machines à café, avant, il y avait toujours du sucre. Maintenant, c'est toujours paramétré sans sucre. Si vous voulez du sucre, vous devez rajouter du sucre. Pareil ici au comité, mais partout désormais. Tous les photocopieurs Mopieur, maintenant, les photocopieurs sont paramétrés recto-verso par défaut. Alors, vous pouvez toujours faire une photocopie par page, mais il faut aller bidouiller un petit peu. Voilà. On rend la chose peut-être un peu plus difficile. C'est la même chose pour le don d'organes. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais dans beaucoup de pays, par exemple en France, vous êtes censé donner vos organes à votre mort. C'est nouveau, c'est depuis quelques années. Et en fait, maintenant, donc, du coup, tout le monde donne son organe. Alors que avant, il fallait dire qu'on était prêt à donner nos organes après notre mort. Et en fait, on s'aperçoit que ça fonctionne parce que les gens sont réticents à dire non, moi je veux pas, les organes servent moi. Et tant pis pour ce qu'il arrive après mon décès. Donc voilà, le choix par défaut est un point important. Et puis, et là aussi, nous-mêmes, on a travaillé un peu dessus au Comité économique européen, c'est les différents aménagements. Alors là où on l'utilise beaucoup, c'est dans la restauration collective. Exemple, dans les exemples qui sont connus, c'est alors ça, c'était beaucoup. Enfin, moi, je l'ai connu dans mon restaurant universitaire. C'est que vous arrivez à la cantine le midi, vous avez faim, et en fait, le pain était au début de la chaîne. Vous arriviez, vous prenez votre plateau, les couverts, et puis le premier truc à prendre, c'était du pain. Et en fait, les gens, tout le réflexe, on prend deux pains, deux petits morceaux de pain. Et en fait, on s'apercevait après qu'il y avait toujours un pain qui n'avait jamais été touché. C'était juste parce qu'on arrive, on a faim, on prend deux morceaux de pain. Et une fois qu'après on a été prendre l'entrée, le plat et peut-être le dessert, voilà. Et donc ce qui a été fait, c'est que le pain, on l'a mis juste près des caisses, une fois où on a payé, et que le pain, il était dans un panier en osier qui était recouvert, il y avait un couvercle, et le pain, il fallait le prendre avec une petite pince. Donc c'est-à-dire que les gens qui prenaient du pain quand ils voulaient du pain, quoi. Et résultat, c'est qu'il n'y a plus aucun gaspillage de pain à la sortie. Chose qui est aussi très fréquente, et là aussi on le fait, c'est que désormais le rayon pour prendre de la viande, il est au fond. Et je ne vais pas dire qu'il est sous une lumière au néon un peu blafarde, alors que les fruits et légumes, ils sont plutôt au centre et bien éclairés. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a ce côté aménagement qui peut être un peu sympathique et qui fonctionne pour un coût là également assez réduit. Alors, je vais être franc avec vous, le sujet du nudge dans agriculture et forêt, je ne connaissais pas. Avant qu'on m'invite pour cette conférence, alors j'étais un peu inquiet, je connaissais pas, et donc je suis allé à mon université, à la bibliothèque, pour entamer des recherches, et là j'étais stupéfait, c'est qu'en fait, je connaissais pas, mais j'avais tort, c'est qu'il existe vraiment beaucoup de recherches. C'est-à-dire qu'il y a une masse de données sur le nudge dans agriculture et forêt qui est juste gigantesque. Alors, j'imagine que toute la journée après moi, on va détailler. Donc, juste 3-4 très vite. En Allemagne, expérience. Alors, tout ça, j'ai vu au moins une dizaine de recherches depuis moins d'un an. Donc, en Allemagne, sur la culture de pommes, pour comment faire respecter le délai de 14 jours d'intervalle entre les pesticides et la récolte. Et là aussi, donc, on s'apercevait que les démarches d'information, etc., ça fonctionnait pas très bien. Le fait de dire, voilà, 80% des personnes qui l'ont fait ont plutôt été contentes, et voilà. Là, on a des résultats qui sont plus importants. Si certains d'entre vous sont intéressés par les références, j'ai tout ça, et en plus avec moi, donc je pourrais vous les donner tout à l'heure. Dans le même sens, en Italie, qui doit paraître le mois prochain, sur l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Et là aussi, on voit que les leviers de normes sociales sont importants pour obtenir des résultats majeurs.
Toujours en Italie, expérience sur la consommation d'aliments ultra transformés. Ça, c'est une étude qui va sortir à la rentrée en septembre 2025. Alors, c'était des achats de consommateurs en ligne. Et simplement, quand les gens allaient pour commander des produits aliments transformés, il y avait un petit message qui pouvait les renvoyer vers une autre proposition beaucoup plus saine. Et là, alors c'est pas gigantesque, mais quand même 23% des personnes changent de choix après qu'on leur envoyait un petit message un peu sympathique pour dire pour le même prix, vous pouvez avoir un truc tout aussi bien et franchement, on vous le conseille. Beaucoup de choses sur les cantines scolaires, sur la restauration, par exemple. Comment faire en sorte qu'il y ait plus de plats végétariens dans les restaurants. En fait, le fait de dire le plat du jour, c'est ça, c'est végétarien. Si c'est simplement sur la carte, ça marche moyennement. Si on dit c'est le plat du jour, il y a un côté, voilà, c'est l'occasion, allez-y. Voilà, je pourrais, c'était là, par exemple, une étude qui vient de sortir aussi en Finlande sur l'utilisation des cendres pour la fertilisation des forêts. Et là, pareil. Donc, voilà, je passe pour pas être trop long et pas dépasser trop mon temps. Voilà. Alors, après tout ça, on pourrait aller très très loin. Faire un peu le bilan de 10 années de notre avis. Et puis par rapport au sujet du jour, comment les nudges verts peuvent contribuer aux objectifs du pacte vert du Green Deal. Alors, déjà, moi je suis à peu près persuadé qu'il ne faut pas s'enthousiasmer trop non plus. On trouve tous que c'est vachement bien, mais dans tous les cas, ce ne sera jamais une solution miracle. C'est pas ça qui va faire bouger les choses. On voit, Peter l'a un peu dit, qu'on est plutôt actuellement dans l'Union européenne dans une période un peu difficile où on a plutôt le sentiment d'un recul sur les politiques environnementales européennes, Green Deal, CSRD, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont un peu compliquées en ce moment au niveau environnemental. Qu'en dehors même, alors le nudge, là aussi si vous êtes là, c'est que vous connaissez, le nudge c'est une technique qui vient de l'économie comportementale, qui a fait ses preuves, mais il y a aussi bien d'autres techniques, d'autres disciplines. Il y a énormément de recherches en psychologie sociale autour de la communication engageante, et là, notamment sur les déchets, sur plein d'autres choses, il y a aussi vraiment d'excellents résultats. Alors le nudge, pour moi, c'était lancé à l'occasion de l'ouvrage de Thaler et Sunshine il y a quelques années. Mais l'idée même de comment modifier les comportements, ça vient de la sociologie comportementale. Clairement, c'est Kurt Lewin de Deuxième Guerre mondiale sur comment faire en sorte qu'aux États-Unis, les gens modifient notamment leur alimentation. On s'apercevait que quand on leur disait qu'il fallait changer comment faire, on avait des résultats qui étaient très moyens. Le fait de faire des conférences publiques où les gens pouvaient donner leur avis, avaient le sentiment de participer, de contribuer, de pouvoir dire qu'ils n'étaient pas d'accord, que leur situation, etc., et qu'on pouvait leur répondre, là, on avait des résultats qui pouvaient fonctionner. C'est-à-dire que voilà, il y a la science économique, l'économie comportementale, mais il y a la psychologie, il y a les sciences de la communication, il y a la sociologie. Enfin, il faut vraiment mettre tout ça en commun pour essayer d'améliorer les choses et pas penser qu'il y a à un moment une discipline qui peut vraiment faire une différence fondamentale par rapport au reste. Toujours avoir en tête, mais ça vous le savez tous, qu'il y a toujours l'accusation, la critique du nudge que c'est un peu manipulatoire, qu'il faut toujours mettre en place des normes éthiques parce que très souvent le nudge, ça se fait. L'idée c'est on change pas l'information, on change le contexte, et c'est ça le contexte qui va modifier le comportement de la personne. Donc c'est souvent à l'insu même de l'individu. Donc faut faire en sorte que déontologiquement tout soit un peu clair. Et puis, avec Peter, on a l'habitude d'être un peu cash et de dire ce qu'on pense. En fait, ce sujet-là, au niveau des politiques publiques européennes, c'est un sujet qui reste compliqué. Quand on émet des avis, on émet à peu près 200 avis ici au comité chaque année. On a à chaque fois des réponses de la commission. Et sur le sujet du nudge, moi j'ai toujours le souvenir que la commission nous a dit « vous en faites pas, on s'en occupe ». Ok, bon, on avait quand même fait plein de propositions plutôt détaillées. On avait fait la première grande audition publique européenne sur le sujet.
Et voilà, ok, on a déjà un service, on s'en occupe, vous embêtez pas avec ça. Donc on s'aperçoit que c'est pas forcément moteur. Alors il y a plein d'initiatives. Là j'ai vu avant de venir un programme que je connaissais pas qui s'appelle Mona. Vous avez peut-être dû voir, qui est un projet allemand, français. J'ai noté pour pas me tromper. Français, Belgique et Pays-Bas, ouais. Là aussi ça vous intéresse, c'est sur le tourisme dans les zones forestières et les réserves nationales, les parcs naturels, etc. Et donc, c'est faire en sorte que les gens ne jettent pas leurs déchets quand ils se baladent en forêt. Et là aussi, on a alors, c'est un programme qui a été lancé en 2023, qui va jusqu'à 2027. Et d'après ce que j'ai pu voir, ça fonctionne plutôt assez bien. Et puis il y a des initiatives. Alors c'est pas des initiatives européennes, c'est des initiatives un peu isolées de certains États. Là, je viens de voir, c'était ce matin, juste avant de venir. Parce qu'il préside à partir du 1er juillet l'Union européenne, c'est le Danemark, à la ville de Copenhague. C'est pour inciter les gens, les touristes, à avoir un comportement responsable quand ils vont visiter Copenhague. Si par exemple vous avez des systèmes d'incitation, par exemple si vous décidez de prendre le vélo, simplement vous prenez à vélo à Copenhague. Et aussitôt, vous allez recevoir un bon pour aller visiter le musée de la ville gratuitement. Voilà, tout ce genre de petites initiatives, moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa. Et c'est le côté vraiment incitatif, attractif et surtout pas contraignant. Et puis toute dernière chose, et je m'arrête là, c'est si j'ai un conseil, essayer de faire passer une idée, c'est que en fait on s'aperçoit en discutant avec les gens que beaucoup de personnes trouvent que c'est vraiment bien. Que l'idée du nudge, tous ces côtés dont on vient de dire, ça vaut le coup en tout cas d'aller voir. Mais il y a beaucoup d'initiatives que je considère encore un peu isolées. C'est-à-dire on travaille dans nos domaines et je rêve qu'à un moment donné, il puisse y avoir un grand lieu de ressources où en fait toutes les bonnes initiatives qui ont fonctionné, même si elles ne fonctionnaient pas, et dire pourquoi elles n'ont pas fonctionné, ça pourrait faire gagner beaucoup de temps parce que, en tout cas pour moi ça vaut le coup. Voilà, merci à vous.